thème général, éducation aux droits humains, à la citoyenneté, à la tolérance et à la paix. Que faire pour que ces concepts deviennent une réalité concrète? L'apport des chiffres. Nous avons eu d'abord, cette journée a vu l'intervention du secrétaire général, du secrétaire exécutif de la Commission nationale de l'UNESCO au Sénégal. Les activités ont commencé par Somo, qui a remercié les participants à cette rencontre et a exprimé sa gratitude aux autorités de l'IEA pour leur collaboration et leur accompagnement. Il a indiqué que le thème de l'atelier, qui est là, prône le renforcement des capacités des formateurs en matière de droits humains au profit de la jeunesse, dont le rôle dans la consolidation de la paix est incontournable en tant qu'acteur présent et futur du changement social. Il a rappelé qu'avec la nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'école, à l'école, est un nouveau palier de l'éducation aux droits humains, à la citoyenneté, à la tolérance et à la paix. Ce nouveau palier donc, un nouveau palier donc est franchi. Et a invité à travers la tenue d'un atelier à l'enrichissement de ce nouveau programme du ministère de l'Éducation nationale. Pour le déroulement des travaux, session 3, donc, éducation aux droits humains et éducation à la citoyenneté, avec modérateur Ali Ouli, animateur 1, Boubacar Tal, expert en éducation, sur le thème éducation citoyenne au quotidien pour transformer de façon positive les comportements des Sénégalais, notamment les jeunes. Ici aussi, la communication est donnée à... On peut accéder à la communication par ce lien. Synthèse des débats, les grandes idées retenues, comprendre les résultats électoraux, ce qui permet de se situer par rapport à une collectivité. Mais question quand même, quelle offre pour les jeunes qui sont engagés? Il faut que la société offre aux jeunes des perspectives. Autre idée retenue lors de ces débats, les jeunes doivent grandir avec les valeurs véhiculées à l'école. Pour cela, il convient de restaurer des camps de jeunesse pour une éducation à la citoyenneté, trouver des espaces aux activités de loisirs pour les jeunes. La question de la reddition des comptes doit s'apprendre à l'école dans les différents clubs institués. Et le cas des clubs EVF a été ici donné en exemple. D'autant que parmi les nouvelles autorités, dont le président de la République, voilà, ces nouvelles autorités, beaucoup d'entre eux ont bénéficié de l'appui inestimable offert par ces clubs EVF. Autre idée retenue lors des débats, une lettre de l'ancien ministre des Finances qui recommandait au parc de prendre en charge l'éducation au civisme fiscal, oubliant que le civisme est global. L'implication également du GEP est revenue dans les débats, dans la formation des jeunes, à travers les grandes activités que le GEP organisait, à l'époque en tout cas, comme le concours en première et terminale sur citoyenneté et droits de l'homme, et également le concours général en première et terminale sur citoyenneté et droits de l'homme, qui n'est porté pratiquement par aucune matière. L'éducation civique n'est pas enseignée au second cycle, ni évaluée au bac. C'est là autant d'exemples qui montrent que la question de l'éducation au vivre ensemble est devenue une sorte de serpent de mer. Et pour être efficace, l'éducation au vivre ensemble doit être précoce. Autre grande idée retenue dans les débats, c'est que les curricula, autre grande question posée dans ce débat, les curricula actuels peuvent-ils contribuer à la formation des citoyens modernes porteurs de valeurs positives? L'éducation à la citoyenneté développe-t-elle des compétences ou des connaissances? Comment valoriser l'engagement citoyen dans les établissements? Quel modèle holistique à l'éducation aux droits humains, à la tolérance, à la citoyenneté et à la paix? Vous avez là les principales questions soulevées à l'occasion de ce débat. Animateur 2, professeur Amadou Kamara de l'UCAD, sur le thème éducation aux droits humains, pourquoi et comment une approche didactique différenciée. Ici également, pour accéder à la communication, nous avons le lien. Et vous avez ici la synthèse des débats, une communication très didactique, pertinente, qui complète les précédents. On peut faire aux enfants des enquêtes. Des idées sont apparues également lors de ce débat. Comme par exemple, faire aux enfants des enquêtes pour voir dans quelle mesure tel ou tel autre droit est réellement appliqué ou pas.
le chiffre, la problématique du chiffre est réapparue également dans le débat, qui est important car il peut permettre de voir le conflit entre droits positifs et valeurs endogènes posées également. Euh, Question complexe car elle peut agresser les valeurs sociales de référence. Si les droits ne sont pas compatibles avec les valeurs, il peut poser problème. C'est le cas de l'identité sexuelle déterminée par la nature, de l'avortement. La prise en compte de la dimension religieuse est centrale dans l'éducation aux droits humains. Aussi, ne pas oublier que l'enfant n'a pas que des droits, il doit faire ses devoirs. Le processus normal de la construction des curricula permettrait de régler la question. Euh, la principale question posée lors de ces débats, c'est est-ce que l'ouverture des marchés ne menace pas les droits des enfants? Le programme mondial des droits de l'homme, une idée qui a été expliquée, le droit de 2005 a introduit le glissement conceptuel. On est passé de droits de l'homme aux droits humains. Session 4, éducation à la tolérance, animée par Mme Aminata Kolebite, inspectrice, modératrice plutôt, et animatrice, Dr Aminata Diop de l'UCAD, sur le thème éducation à la tolérance et à la paix au quotidien pour transformer de façon positive les comportements des Sénégalais, notamment les jeunes. La communication est ici aussi donnée en lien. Nous allons probablement revoir cela parce que j'ai relevé que Mme Diop, Dr Diop a apporté des choses. Nous allons prendre la nouvelle version. Dans la synthèse du débat, il est apparu que c'est un champ extrêmement important. La notion de tolérance charrie des dimensions d'humanité. Et que cette notion va se poser en termes de voisinage. On est condamné à vivre en paix avec ses voisins qu'on n'a pas choisi. La religion musulmane au Sénégal qui est dominante sacralise le voisinage. La problématique du boom démographique a été soulevée et qui constitue un vrai problème en termes de promiscuité, de cloisonnement, etc. Et que les différents facteurs qui expliquent ce phénomène, qui sont à la fois individuels et collectifs, sont passés en revue. Parmi ces facteurs, on peut indiquer l'ignorance et le manque d'humilité. La problématique de la violence aux femmes, milieu rural, milieu urbain a été également abordée. Donc, il faut convoquer ici comme solution les savoirs endogènes pour valoriser la tolérance et éviter des discours haineux, notamment certains concepts qui font aujourd'hui de plus en plus leur apparition dans l'espace public, exemple de la piquilité. Session 5, forum d'échange. Sur le thème quelle stratégie pour stimuler la tolérance des comportements, les apports des chiffres. Modérateur Cheikh Ahmed Tidiane Dia, professeur d'histoire-géographie au lycée Amari Laxet de Thiès. Premier animateur, Aboubakar Gaïfal de l'IEA de Saint-Louis. Alors, qui a d'abord posé, qui est revenu sur le contexte de la création du GEP et tout l'apport apporté par le GEP dans l'accompagnement des jeunes pour une prise de décision responsable par rapport à leur avenir. C'est vraiment cette problématique qui a été posée, qui a été rappelée, expliquée par Aboubakar Gaïfal. Le professeur Elhaj Habib Kamara de l'UCAD également a fait une communication qui est donnée en lien. Et Khalid Dussi de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis également est intervenu. De son intervention, nous avons retenu les lignes suivantes. C'est d'abord interroger sur les chiffres, avec des exemples, le montant du budget qui fait aujourd'hui débat au Sénégal, les résultats publiés par la Cour des comptes, le pourcentage des jeunes au Sénégal, les comptes bancaires, en tout cas beaucoup d'exemples ont été soulevés. Mais l'interrogation posée, c'est qu'au fond, que représente le chiffre? C'est une diagrammation selon ces mots. Et donc, il y a des informations hétérogènes qu'on rassemble
qui sont rassemblés et qui nous sont présentés. Donc, à partir de ce moment, le chiffre devient un instrument idéologique. Donc, la lisibilité dépend de l'ordre du discours, car l'arrière-plan peut être différent. Il faut donc apprendre aux citoyens à lire le chiffre, à le décoder, et donc éduquer, notamment les jeunes aux chiffres, au décodage. Donc, une explication sur ces éléments-là, les chiffres ne mentent pas, disait-il. Et pourtant, oui, ajoute-t-il, les chiffres peuvent bien mentir. Le chiffrage comme acte politique, autre axe important de son intervention, ça a été abordé. Et dans la synthèse des débats, il est revenu sur certains concepts, notamment Serious Game, qui est de reconstruire des jeux de rôle qui mettent les citoyens à leur place. Les chiffres ne mentent pas, mais peuvent être manipulés. La problématique est revenue dans le débat. Et donc, l'idée de conscience statistique ne peut se réaliser que s'il y a une éducation aux chiffres. L'une des solutions proposées, c'est la création d'un observatoire des chiffres pour valider les chiffres et permettre aux citoyens de s'engager. L'autre idée forte qui est apparue en termes de proposition, c'est l'institution d'une clinique de la citoyenneté et de la démocratie. L'établissement scolaire, espace d'apprentissage cognitif, mais également espace d'apprentissage pratique.